À l'époque, on a mis en évidence un martyr né à Paul, dont on a fixé la date au 15 août d'ailleurs, qui était en même temps ceci pour célébrer l'empereur, évidemment. C'est un saint qui a été peu célébré après 1814, vous vous en doutez, mais bon, il a quand même existé, c'est une des choses amusantes de l'époque. Je vais donc vous présenter cela. Nous sommes un petit comité, mais la qualité remplacera la quantité. Et donc ça rendra notre dialogue peut-être plus familier. Je vais vous faire passer quelques documents comme je fais toujours parce que je trouve que c'est assez intéressant. Vous y verrez par exemple les armes impériales. C'est intéressant de voir, enfin, j'en parlerai un petit peu. J'ai pris le portrait de Napoléon en costume de sac et je vous ai apporté Louis XIV simplement pour vous permettre de faire le parallèle entre les deux. Vous verrez qu'il y a quand même des ressemblances. Il y a aussi quelques différences notables dans les couleurs et dans les ornements. Vous verrez que ce ne sont pas tout à fait les mêmes et j'en parlerai. L'épée, entre autres, regarde, l'épée n'est pas la même. Bon, Joséphine en costume de sacre, la famille Bonaparte, une petite dynastie, un buste de Joséphine, le haut du sacre des rois de France qui a été réutilisé à l'époque, mais c'est pas celui que porte Napoléon, mais il a été présenté à l'époque. La couronne qui a été faite, mais c'est pas celle qu'il a portée non plus, mais elle a été présentée. Je vous expliquerai cette histoire de présentation et une généalogie de famille Bonaparte. Bon, voilà, je vous présente ces petites choses. Voilà, donc ce sujet me paraissait intéressant pour compléter, ça fait un petit peu un triptyque, puisque je vous ai parlé des couronnements et des sacres. J'ai parlé d'abord du couronnement de Charlemagne, et pour ceux qui nous ont suivis, vous vous rappelez que c'était un couronnement sans sacre. Charlemagne a été sacré par ailleurs, mais séparément. Je vous avais parlé ensuite du sacre des rois de France, qui est vraiment le sacre, hein, c'est le 8e sacrement, c'est vraiment le plus intéressant, dirais-je quand même, parce qu'il va sur une très longue période, c'est le plus complexe, c'est le plus intéressant au plan liturgique, etc. Et là, nous allons voir un produit un petit peu hybride, même très hybride, de cela, qui est ce sacre de Napoléon. Alors la bibliographie est monumentale, comme tout ce qui concerne tout ce qui concerne l'Empire. L'Empire, on est écrasé. Je crois que Jean Tullard dit qu'il y a autant de livres sur Napoléon qu'il y a eu de jours depuis sa mort. Donc sur le sacre seul, il n'y a pas une biographie aussi immense, mais enfin malgré tout, d'abord tous les auteurs qui font des histoires de l'Empire en parlent, et puis il y a quelques ouvrages spécifiques. Alors j'ai eu beaucoup utilisé Frédéric Masson, Le sacre et le commandement de Napoléon, je vais vous les faire passer, qui est un livre du début du siècle, c'est un livre de 1908, mais il a été réédité en 1978. J'ai utilisé aussi le procès-verbal qui a été réédité et préfacé par Jean Tullard. Alors c'est intéressant parce que vous avez les gens qui étaient là, vous avez également une partie du rituel, et donc ça permettrait, j'ai pas eu le temps de faire la comparaison avec le rituel des rois parce que je l'ai aussi, il y a eu une édition, j'aurais d'ailleurs dû vous la signaler dans de mes précédentes courses, je crois que ça peut être qui avait réédité pour le sacre de Louis XVI, le rituel. Donc c'est intéressant de faire un parallèle des rituels. Et puis il y a aussi ce bel album là de Thierry Lentz qui est très illustré, où on voit justement aussi bien les pièces d'orfèvrerie que les tableaux, et entre autres le grand tableau de David que j'avais tout noir pris dans l'affiche, que vous voyez ici. Alors c'est intéressant parce que du point de vue du coup d'œil, d'ailleurs on ne se rend pas très bien compte du site, je vous en parlerai. Il fallait à mon avis être bon en ascension pour aller au trône impérial qui était en haut d'un escalier fort escarpé. Je vous fais passer ces ouvrages pour vous montrer un petit peu. Il y a d'autres choses que j'ai utilisées. J'ai utilisé l'histoire de l'Empire, j'ai utilisé les chronologies, j'ai utilisé Bainville. Il y a un passage intéressant dans Bainville, comme toujours, il est toujours lumineux. J'ai également utilisé un ouvrage d'un auteur qui est sans être universitaire, est un historien de Castelot, tout simplement, car son Bonaparte, son Napoléon sont intéressants et sur ce point-là assez agréables. J'ai utilisé le dictionnaire Napoléon de chez Fayard, bien sûr, qui est un grand ouvrage sur la question. Et je vous dis, je n'ai pas vu un centième de ce qu'on pouvait voir. Donc j'ouvre ce troisième volet de notre triptyque. Je pense que c'était nécessaire aussi parce qu'en cette année 2004, c'est le bicentenaire de l'événement. Et donc, pour parler hexagonal, ça nous interpelle. Donc voilà, je voudrais en parler. Et le comparer avec les sacres royaux antérieurs est intéressant. Et puis, le sens politique de cet événement est toujours une interrogation. S'agit-il du couronnement de la Révolution ou du retour à la normalité monarchique ? Et le nouvel empire d'Occident renoue-t-il au-delà des siècles capétiens avec l'empire de Charlemagne? Donc est-ce que c'est une construction totalement nouvelle ou est-ce que c'est quelque chose qui pouvait durer après tout et nous servir de modèle?
Ce sacre de 1804 va, dans certains sens, renouer le fil des temps, pour parler comme Louis XVIII. Ainsi, ce sera à la fois un sacre, consécration du souverain pour le pouvoir ecclésiastique, et un couronnement. Et ces deux aspects distincts, mais que l'on trouve réunis dans le sacre des rois, va se trouver aussi réunis dans le sacre napoléonien. Les enjeux des deux cérémonies ne sont pas les mêmes. Le sacre est une entrée dans l'univers religieux, tandis que le couronnement est davantage profane, mais incontestablement monarchique. Et ces cérémonies, si on n'en reste pas uniquement au court terme, si on ne reste pas juste au moment où elles ont lieu, peuvent surprendre, puisque nous sommes 15 ans après la Révolution, nous sommes 10 ans après la période de déchristianisation fanatique de la Terreur, donc c'est vraiment un événement assez surprenant. L'existence même du sacre couronnement montre un nouveau rapport entre Église et État. Mais on peut se demander quel est ce rapport. Est-ce que c'est l'Église qui a converti la Révolution, comme jadis elle avait converti les barbares, ou au contraire est-ce la Révolution qui a pénétré jusqu'au sanctuaire et qui a échangé une stratégie séductrice avec l'ancienne stratégie persécutrice qui s'était avérée inefficace? Toutes ces questions se posent, on peut y répondre en filigrane plus ou moins, donner des réponses différentes, comme toujours d'ailleurs avec tout ce qui touche Napoléon, qui est un personnage vraiment contrasté. On ne devrait pas se citer soi-même, mais enfin je sais que dans mon polycopier, je m'étais amusé à poser une question à la fin en disant: est-ce que Napoléon est Robespierre couronné, Robespierre à cheval? Est-ce que c'est le dernier despote éclairé? Est-ce que c'est l'héritier des rois? Est-ce que c'est Washington français? C'est un peu tout ça à la fois. Est-ce que c'est un précurseur de Mussolini? Tout cela est possible et on peut l'interpréter de toutes les façons, et je dois dire, l'homme se dérobe souvent aux classifications. Donc pour comprendre le sacre et le couronnement, il faut reconnaître les deux principaux protagonistes, l'empereur et le pape, car l'histoire est aussi affaire d'hommes et pas seulement de principes. Napoléon lui-même, Napoléon Bonaparte, est né le 15 août 1769. Il appartient à petite noblesse corse. Son père, Charles Bonaparte, est un juriste besogneux et chargé d'enfants. Et il fait de son fils Napoléon un boursier du roi dans les écoles militaires. Ce sera un artilleur, et d'ailleurs il utilisera beaucoup le canon, notamment dans des discordes civils auxquels il sera mêlé pendant la Révolution. Jeune officier depuis 1784, il participe au maintien de l'ordre, mais il est favorable aux idées nouvelles. Il va beaucoup séjourner en Corse pendant la Révolution. Il est d'ailleurs un partisan de Paoli. Il sera cependant à Paris au moment de la chute du trône, et cela le marquera beaucoup. Il méprisera à la fois l'inertie de Louis XVI et aussi la foule. Il déteste les mouvements de foule, et ça lui restera jusqu'à la fin. Il refait encore un voyage en Corse en 92-93. Vous voyez d'ailleurs, alors que c'est quand même les grands événements de la Révolution qui se passent, il est quand même toujours tourné vers l'île. Mais là, il se brouille avec Paoli et il quitte définitivement la Corse. Et c'est en 93 que son vrai destin français commence. Il est proche des Jacobins et il va participer à plusieurs opérations dans lesquelles les révolutionnaires ont besoin de l'appui de l'armée. Le siège de Toulon, par exemple, en 1793, ou bien la répression de l'insurrection des sections modérées en 95, c'est ce qu'on appelle le 13 Vendémiaire, où les sections modérées et royalistes se soulèvent et elles sont écrasées au canon sur les marches de l'église Saint-Roch, et Napoléon Bonaparte joue un rôle. De même, il y a en 1787 le coup d'État de Fructidor qui met fin à une tentative de reprise du pouvoir légal par les monarchistes qui avaient gagné une majorité, qui espérait pouvoir l'emporter. Et ce n'est pas le Napoléon Bonaparte, mais c'est le général Augereau, qui est un de ses collaborateurs, qui fait ce coup d'État, qui est un violent coup de barre à gauche sous le Directoire. Donc c'est un général jacobin. Il a d'ailleurs été en disgrâce après la chute de Robespierre. Il a été remis en selle par le 13 Vendémiaire. Il sera envoyé en Italie. Et là, en Italie, il remporte beaucoup de victoires et il se conduit en véritable proconsul. Il ne respecte pas les ordres du Directoire, mais comme il est vainqueur, il n'y a aucune sanction possible contre lui. Il soigne sa popularité d'ailleurs, c'est déjà un homme de presse, il a le sens, il s'attache des journaux, il utilise les journaux. En 1797, donc il est un général glorieux, et il entre à l'Institut, ce qui n'est pas neutre car c'est un foyer des Lumières, c'est un foyer de l'esprit philosophique à la mode du XVIIIe siècle. Et ce qui est assez amusant, c'est que devenu empereur, il va traquer l'idéologie, comme il dit, alors qu'il a été lui-même, il a beaucoup fréquenté ces milieux idéologues. La campagne d'Italie a eu un autre effet, elle l'a mis en contact avec l'État pontifical. Et en général républicain, il l'a rançonné.
Il a rançonné le pape, il lui a fait payer des indemnités, il a pris des chefs-d'œuvre, il lui a fait admettre la perte d'Avignon, etc. Il a rançonné, mais il n'a pas pour autant renversé la papauté. C'est un calculateur, il sait avoir quelques gestes apaisants à l'égard de l'Église. Enfin, il montre qu'il n'est pas totalement indifférent. Ça peut servir pour la plupart. C'est aussi un homme qui a le sens de la propagande, je vous l'ai déjà dit et je le redis, avec par exemple la campagne d'Égypte de 1799, on est dans un chef-d'œuvre de propagande. Cette campagne, encore maintenant, passe pour quelque chose de très beau, et c'est vrai que du point de vue scientifique, il y a eu de grandes trouvailles, mais en revanche, c'est une défaite, la campagne d'Égypte. Il revient alors que les choses vont fort mal, il a laissé ses successeurs, il a laissé Kléber en prise avec une situation qui est très mauvaise, mais malgré tout, il lui rapporte tout le succès scientifique de l'expédition, et donc sous la science et la découverte de l'exotisme égyptien, on cache cette défaite. Donc ce général, pas toujours vainqueur, mais au moins habile propagandiste, revient en France, et là, il va devenir le sabre dont veut se servir un politicien pour sauver la République affaiblie. La République de l'époque, c'est le Directoire, régime des pourris, comme on le dit, et l'un des directeurs, puisqu'il y a 5 chefs de l'État égaux à l'époque qui se partagent le pouvoir, l'un de ces directeurs est Sieyès. Sieyès, en politique, qui a déjà ouvert la Révolution, c'est lui qui a dit qu'est-ce que le tiers-État, tout, et rien plutôt, et que veut-il devenir quelque chose. Et Sieyès, qui est un des directeurs, voudrait bien un sabre pour remettre de l'ordre, parce qu'il sent que le Directoire est en mauvaise passe, et que l'opposition, cette opposition monarchiste, est dangereuse. Et on peut se permettre une méditation, on ne peut jamais pas refaire l'histoire avec des si et des conjectures, mais il y avait, en fait, Sieyès avait choisi un certain général Joubert qui devait faire le coup d'État. Et ce général Joubert a la mauvaise idée de se faire tuer à Novi le 15 août 1799, sinon, eh bien, il n'y aurait peut-être pas eu d'empereur Napoléon, il y aurait peut-être eu un empereur Joubert, je ne sais pas, mais ça aurait peut-être pris une autre tournure, on ne peut pas savoir. Joubert étant mort, on va se tourner vers Bonaparte, et ensuite, je vous dirai tout à l'heure la suite de son destin. Il va être le sabre de coup d'État. Mais ça va être un sabre intelligent qui saura dominer ses maîtres. L'autre grand acteur du sacre, c'est le pape Pie VII. Né en 1742 dans la noblesse de Romagne, Barnabé Chiaramonti a été bénédictin pendant un quart de siècle, ce qui marque, certainement. C'est un homme simple, humble, charitable. Il a un certain intérêt pour le jansénisme, non pas d'ailleurs du point de vue doctrinal, mais sur le plan disciplinaire. Il aime l'austérité janséniste, une certaine primauté du spirituel. De même, il connaît les Lumières, il est un des souscripteurs de l'encyclopédie, par exemple. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y adhère, mais il connaît son monde, dirait-on. Évêque en 1783, cardinal en 1785, il va être confronté à la Révolution de façon directe, puisque l'Italie est un des pays sur lesquels les armées révolutionnaires arrivent de façon fougueuse. Et en 1796, sa ville épiscopale, Imola, est occupée par les troupes d'Augereau. Alors il va s'interposer entre la population et l'occupant français, il va prêcher la concorde et le calme. D'ailleurs, les contre-révolutionnaires italiens n'apprécient pas du tout ce prélat qui est accommodant finalement avec la Révolution et ses porteurs français. Son diocèse sera inclus dans une des républiques sœurs de la République française, la République cisalpine, et il prononcera en particulier à Noël 1797 une homélie remarquée dans laquelle il déclare que la démocratie est compatible avec l'Évangile, ce qui à l'époque n'est pas une doctrine courante chez les théologiens, enfin chez les théologiens encore on peut la trouver, mais tout au moins c'est pas chez les prélats en chair, c'est assez rare de trouver cela. Après la mort de Pie VI, qui meurt prisonnier de la République, il faut le souligner, en 1799, il meurt à Valence, en France, le conclave se réunit hors de Rome, puisque toujours ces événements de guerre, il se réunit à Venise, qui est à l'époque, depuis peu d'ailleurs, devenue une terre autrichienne. Et Venise choisit Barnabé Chiaramonti comme pape le 14 mars 1800, il devient donc Pie VII. Vous voyez, il y a eu un petit interrègne entre la mort de son prédécesseur, qui doit être en août, si je ne me trompe, 99, et son élection. C'est un conclave qui dure une centaine de jours. Avec son secrétaire d'État, le cardinal Consalvi,
Pie VII va s'attaquer à la réorganisation des États de l'Église, lesquels ont été d'ailleurs amputés, mais libérés par le traité de Lunéville. Le traité de Lunéville, en 1801, en février 1801, a rendu au pape une partie de son territoire, et donc il réorganise ce territoire. Il va entrer en contact avec le nouveau maître de la France, Bonaparte, à l'occasion du Concordat français, qui va être négocié en 1801. Donc les deux protagonistes du sacre se connaissent déjà. Maintenant que nous les avons vus, nous allons rentrer dans l'étude proprement dite du sacre. Pour arriver à le comprendre, nous envisagerons d'abord le contexte politique, puis nous verrons les raisons du sacre et du couronnement, raisons qui sont dominées par les choix impériaux, et enfin la cérémonie elle-même. D'abord, première partie, le contexte politique de l'événement. Après avoir connu une tentative de monarchie constitutionnelle à pouvoir très limité, puis une république guerrière, terroriste et démagogue, et enfin une république bourgeoise dirigée par des notables faisandés, le pouvoir issu de la Révolution s'est transformé en l'an 8. Les 18 et 19 Brumaire, c'est-à-dire 9 et 10 novembre 1999, un coup d'État a mis en place un consulat installé dans un esprit de défense révolutionnaire. Cependant, ce nouveau pouvoir va engager et mener à bien une œuvre de remise en ordre du pays. Utilisant son caractère dictatorial, il impose silence aux factions, il va réussir à conclure la paix religieuse, mais le risque de nouvelles convulsions pour les hommes au pouvoir, qui sont, il ne faut pas l'oublier, des révolutionnaires repus, qui sont des conventionnels régicides pour certains d'entre eux, va entraîner un changement inattendu de cette dictature républicaine en une nouvelle monarchie. Je vais donc envisager les années du consulat, qui par leur réussite expliquent que le césarisme se soit pérennisé, puis la mise en place de l'Empire, qui sera solennisé par le sacre et le couronnement. D'abord, le consulat, socle du pouvoir napoléonien. Ce nouveau régime ne prétend pas déroger à la continuité révolutionnaire. La proclamation des nouveaux consuls l'indique. Ils disent « La révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé, elle est finie ». Et de fait, les apparences républicaines sont sauves. Les hommes de la Révolution restent en place. La nouvelle constitution met 3 consuls à la place des 5 directeurs. On a donc toujours un collège, grande idée républicaine, pas de pouvoir personnel. Mais tout ça, ce sont les apparences. Au-delà, dans la réalité, il y a un vrai chef de l'État, le premier consul. Ce n'est pas du tout comme les 5 directeurs qui étaient égaux entre eux. Le premier consul, lui, a un vaste domaine réservé. Et pour le reste, il n'a simplement qu'à consulter ses collègues. Ils ont une voix consultative. Donc il y a un vrai pouvoir à la tête de l'État. Ce premier consul a une puissance considérable, il nomme tous les fonctionnaires et il a tous les ressorts du pouvoir en main. Les assemblées, il y a plusieurs assemblées en face, on a divisé le pouvoir, elles n'ont pas d'immense puissance, enfin elles sont encore puissantes sur le consulat, mais elles sont quand même un peu en décadence. Quant à l'élection, elle est considérée comme un facteur de trouble. C'est assez amusant, une république qui dit que l'élection est un moyen de facteur de trouble, et on la remplace par un système de présentation et de cooptation par les autorités. Donc on fait choisir, c'est Sieyès qui dit la confiance doit venir d'en bas, mais l'autorité doit venir d'en haut. Donc on fait des listes de confiance, et puis dans ce vivier, les autorités puisent les administrateurs dont elles ont besoin. Donc le Bonaparte a tout le pouvoir. Mais il va s'en servir car il va connaître de brillants succès. La pacification intérieure, il va imposer le silence aux factions, en réconciliant parfois, en fusillant aussi parfois. Frotter en saura quelque chose en Normandie, par exemple. Donc une main très lourde qui s'abat, par exemple, sur l'Ouest, catholique et royaliste, mais en même temps la réconciliation qui est offerte à ceux qui veulent bien se rallier. Des mesures plus équitables que ce n'est plus du tout le système de la Convention. L'État devient plus stable. On crée d'ailleurs des institutions solides comme les préfets qui prennent la suite des intendants et qui prolongent la main de fer du gouvernement dans les provinces. Les affaires reprennent devant cette paix imposée, militairement et policièrement imposée. La stabilité de l'État fait que les affaires qui étaient au point mort depuis la Révolution peuvent reprendre. Et ça, le grand symbole de ça, c'est le franc germinal, ce franc qui va durer jusqu'après la guerre de 14, dans la stabilité. La Banque de France également est créée à ce moment-là. L'administration se veut sage, elle est dirigée par le Conseil d'État, elle est extrêmement centralisée. On commence à refermer les plaies de la Révolution, des émigrés amnistiés rentrent en grand nombre, et quand leurs biens n'ont pas été vendus, ils les récupèrent. Si c'est vendu, tant pis pour eux.
Par ailleurs, le premier consul s'attache à la pacification religieuse. Et c'est la guerre religieuse était une des causes de la capacité de la Révolution à engendrer un ordre stable. Après 10 ans de désastre, l'Église était littéralement en miettes. À la première rupture en 90, qui avait opposé les prêtres constitutionnels qui se soumettaient à l'Assemblée et les prêtres jureurs qui restaient fidèles au pape, d'autres ruptures s'étaient superposées. On les oublie parfois, c'est-à-dire qu'à peu près chaque assemblée révolutionnaire avait créé son serment qu'il fallait faire, et donc des prêtres fidèles étaient devant un dilemme. Par exemple, il y a eu un serment de haine à la monarchie qui a été imposé par une assemblée révolutionnaire. Donc les prêtres pouvaient exercer s'ils prêtaient ce serment. Alors certains ont dit c'est purement politique, donc j'accepte de le prêter dans l'intérêt des fidèles. Mais d'autres disent mais pas du tout, parce que ce serment a des implications théologiques, et donc on le refuse. Donc vous voyez, nouveau schisme, nouvelle discorde. Donc une église en miettes. Le clergé est divisé, il n'a d'ailleurs plus d'édifice du culte, le mobilier a été dispersé, nombre d'ecclésiastiques, de moines religieux se sont mariés, les prêtres et les fidèles restants sont éprouvés par les persécutions. Les fidèles en sont réduits à demander les sacrements, soit à des prêtres jureurs, donc schismatiques, soit à des prêtres réfractaires, donc sans juridiction. Vous voyez l'immense confusion de l'Église à ce moment-là. L'Église persécutée regrettait les temps anciens, même si l'Ancien Régime n'avait pas toutes les qualités, la vie chrétienne y était quand même plus facile, et les insurrections de l'Ouest avaient d'ailleurs eu pour principale cause la défense de l'autel, auquel s'était jointe la défense du trône par la suite. Donc la persécution religieuse avait fourni un vivier populaire au royalisme, surtout dans l'Ouest, et le premier consul le comprend très bien. Donc, désireux de pacifier le pays et calculateur, il décide de conclure cette paix religieuse. Donc il va s'adresser au pape. Et ça, c'est une curiosité, enfin une particularité. Il voit que la seule autorité subsistante dans l'Église, c'est le pape. Dans un pays où les révolutionnaires faisaient objection à s'entendre avec le pape, dans un pays également où il y avait une tradition gallicane, y compris chez les royalistes, eh bien, il s'adresse au pape, et il arrive difficilement d'ailleurs à conclure le concordat le 16 juillet 1801. Alors, au terme de ce concordat, il y a reconnaissance entre le pape et la République. Le catholicisme devient religion de la majorité des Français et non plus religion de l'État. Le premier consul obtient la démission des évêques constitutionnels, tandis que le pape obtient celle des évêques d'Ancien Régime. Même s'ils ne veulent pas la donner, d'ailleurs, le pape dispose de leur siège, ce qui est assez inouï. La carte de l'Église de France est refaite pour se conformer au département, et les biens de l'Église ne sont pas restitués. En conséquence, l'État accorde un traitement aux ecclésiastiques, et il remet un certain nombre de lieux de culte à l'Église. Le premier consul nomme les évêques, c'est la même procédure qui existait sous l'ordre des rois de France, c'était le roi qui nommait les évêques, et le pape donne l'institution canonique. Désormais, le clergé est fonctionnarisé, puisqu'il a un traitement, et on va l'associer à toutes les commémorations nationales. Il célèbre des tédéums pour les grands événements, il va en célébrer pour le concordat, il en célébrera par la suite pour certaines victoires, aux grandes dames des Jacobins, ou des beaux écrits marqués par le sceau des Lumières. L'Église va pouvoir se reformer grâce à ce concordat, même si la joie du pape est ternie par l'existence d'articles organiques, c'est-à-dire que unilatéralement le premier consul impose toute une réglementation tatillonne à l'Église. L'effet politique attendu se produit néanmoins. Les catholiques sont satisfaits, acceptent le nouveau régime qui joue d'une certaine popularité. Il y a bien quelques irréductibles qui forment des petites églises, par exemple en Belgique ou en Vendée, mais dans l'ensemble, les masses se rallient. Le royalisme est privé de son appui populaire. Le premier consul a donc réussi sa pacification. Il va la compléter d'ailleurs par une paix extérieure avec l'Angleterre. Elle ne sera pas de longue durée, la paix d'Amiens, mais il va y avoir tout un succès de ce régime, et tout le pouvoir se renforce. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord. Par exemple, Napoléon Bonaparte demande, après la paix d'Amiens, à un général qui s'appelle Gérald Delmas, son avis à propos du Tédéum. Et il lui dit « Belle capucinade !» Il n'y a manqué que le million d'hommes qui sont morts pour abolir tout cela. Donc certains révolutionnaires gardent des nostalgies, bien sûr, mais malgré tout, ils sont contenus désormais. Ils savent aussi quand même ce qu'ils doivent au premier consul, sans lequel une contre-révolution aurait certainement éclaté. Alors ce régime est puissant, mais malgré tout, certains craignent pour sa pérennité, et c'est ce qui m'amène à parler d'une nouvelle monarchie contre la monarchie.
En effet, le régime est fort, le régime est aimé, les plébiscites le montrent, même si on a truqué certains des résultats, on a trop truqué le premier, en l'an 8, résultat en l'an 10, on n'a pas pu le faire, et en l'an 10, il y a une réelle popularité, c'est-à-dire qu'il y a une majorité écrasante de gens qui sont favorables à Napoléon Bonaparte. Mais certains perçoivent quand même que tout tient à la vie de cet homme. Et en particulier, ceux qui craignent, ce sont les acquéreurs de biens nationaux ou les régicides qui se disent que s'il n'y avait pas Bonaparte, ça risquerait d'être le retour à la royauté. Et retour à la royauté, c'est pour eux la perte de leur fortune, voire parfois de leur vie. Une anecdote montre l'étendue de cette préoccupation. C'est au moment de la guerre qui a lieu en 1800, la guerre a repris contre l'Autriche, et Napoléon Bonaparte, quoique premier consul, reprend le commandement d'une armée et s'en va en Italie. Et en Italie, il va y avoir la bataille de Marengo, 14 juin 1800. Bataille perdue à 3 heures, mais gagnée à 5 heures. C'est-à-dire que Napoléon Bonaparte avait eu le dessous au début, et puis le général Desaix arrive avec un corps supplémentaire, et la bataille change de sens. À 5 heures, c'était gagné. En plus, Desaix a la bonne idée de se faire tuer, donc il ne discutera même pas l'honneur de la victoire. Napoléon Bonaparte le couvrira d'éloges d'ailleurs, mais il ne partagera pas la victoire avec lui. Et donc les premières nouvelles arrivent à Paris de cette bataille, et on dit simplement le général est tué. On dit d'ailleurs plus ou moins défaite, mais on dit surtout le général est tué. Et Bainville écrit à ce sujet. À Paris, cependant, c'est l'alarme. La nouvelle arrive d'une bataille perdue, d'un général tué, entre les ministres, les hommes politiques. Alors on ne sait pas quel est ce général. Entre les ministres, les hommes politiques, les brumériens, les conciliabules se multiplient. Alors, par qui le remplacer? Les uns, afin de garder un reflet du nom, songent à Joseph Bonaparte. Ou plutôt, c'est Joseph qui se propose. Ils trouvent tout naturel que la place lui revienne. D'autres pensent à Carnot, à Lafayette. Fouché et Talleyrand se concertent en vue de triumvirat auquel ils associeraient un collègue commode. Donc, vous voyez, on suppose, on n'a pas encore de preuves, hein, puis c'est pas d'ailleurs le général tué, c'est pas Napoléon Bonaparte, c'est Desaix. Mais aussitôt, tout le monde avait déjà prévu de le remplacer. Le retour du prétendu mort met fin à ces spéculations, mais on se rend compte de la fragilité. L'initiative de Joseph, par ailleurs, est intéressante, parce que pourquoi Joseph Bonaparte, qui n'avait quand même jamais rien fait d'important, c'est pas lui. Le grand Bonaparte, c'est Lucien Bonaparte, c'est celui qui a voulu, qui au moment des huiles de Brumaire, a sauvé la situation d'ailleurs. Mais Joseph, pourquoi on se le demande, ça montre quand même une espèce d'esprit dynastique qui est en train de prendre naissance. Alors face au danger de voir l'ordre remis en cause, au risque de l'ordre consulaire et une restauration, les hommes politiques républicains veulent toujours renforcer le pouvoir. Alors ils vont le faire, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite, ils vont le faire en l'an 10, ils vont proposer à Napoléon Bonaparte un consulat de 10 ans, et donc il va dire demandons au peuple, et le peuple va lui donner le consulat à vie. En fait, il en veut plus parce qu'il veut toujours plus de pouvoir. En revanche, l'hérédité ne l'intéresse pas, mais on en parle. Thibaudeau, qui est un conventionnel régicide, mais qui est un bon observateur, écrit dans ses mémoires. Après Marengo, on ne parlait plus que d'hérédité et de dynastie, de fortifier le gouvernement et de diminuer l'influence des autres corps de l'État et d'organiser définitivement la nation. Donc vous voyez cette idée héréditaire, alors qu'on est en République, et une République dominée par de vrais républicains, par des gens qui ont voté à Louis XVI, pour certains d'entre eux, eh bien on pense à l'hérédité. Pourquoi veut-on cela? Parce qu'ils se disent on va mettre une famille en paravent en quelque sorte, ou en bouclier, pour empêcher le retour des Bourbons. Mais le même calcul est fait par les royalistes. Les royalistes se disent, ils ont la même analyse, mais des conclusions opposées. Ils se disent, si le premier consul disparaît, la place redeviendra vacante. Il n'y a pas d'autre solution, puisqu'il est exclu, sous ce régime à poigne, de tenter une insurrection victorieuse, d'une Vendée quelconque. Il y a bien encore des troupes dans l'Ouest, mais enfin pas suffisant. Elle n'a pas de chance de gagner. Et il n'est pas non plus possible de faire de bonnes élections avec le système qui existe à l'époque. Donc on a tenté en 1797, et ça a failli réussir, mais là c'est impossible. Donc la seule façon, c'est de frapper le pouvoir à la tête. D'où des conspirations. Il y a une tentative en 1800 avec la machine infernale. Et puis il va y avoir la conspiration de Cadoudal. La conspiration de Cadoudal va avoir un effet curieux, c'est que elle va provoquer, par une espèce de contre-coup, un vœu de transformer la République en empire héréditaire. C'est un vœu du tribunat, et le Sénat va le transformer, la République va se transformer en empire. C'est un Senatus Consul de l'an 12 qui dit d'ailleurs, pour assurer la continuité, le gouvernement de la République est confié à un empereur. Donc vous voyez, les deux mots existent dans la même loi. La continuité est apparemment assurée, et d'ailleurs elle restera longtemps. Par exemple, les monnaies garderont d'un côté Napoléon empereur et d'autre République française jusqu'en 1809. Le Senatus Consulte toilette le régime. Il y a diverses... bon, je passe sur les détails. Simplement, les membres de la famille impériale deviennent des princes. On crée toute une série de grands dignitaires.
Et ce qui intéresse surtout d'ailleurs les régicides et les conventionnels, c'est qu'il y ait une loi dynastique. C'est assez amusant. Ce qu'ils veulent surtout, c'est qu'il y ait... Parce que le problème aussi de Napoléon Bonaparte, c'est que c'est un homme marié, mais qui n'a pas d'enfant. Donc, créer une dynastie avec quelqu'un qui est... Lui-même était toujours intéressé par le renforcement de son pouvoir personnel. Mais l'idée dynastique, ce n'était pas vraiment son idée à lui, puisque il n'avait pas d'enfant. Donc, il travaillait pour sa famille. Alors, on lui permet d'adopter les enfants ou petits-enfants de ses frères, ou à défaut, on permet à 2 de ses frères de régner éventuellement, c'est-à-dire à Joseph, qui est son aîné d'ailleurs, ou à Louis. Il y en a 2 qui sont écartés pour mariage insuffisant, parce que très vite la famille Bonaparte s'est haussée du col. Elle a eu donc Lucien et Jérôme, qui se sont mariés moins bien que Napoléon ne voudrait, mais leur mariage était tout à fait remarquable par rapport à la condition de la famille Bonaparte avant. Mais c'est moins bien que ce que Napoléon, donc il veut qu'ils se séparent, et comme ils ne veulent pas, eh bien, ils sont tous les 2 exclus. Lucien d'ailleurs s'exilera. Quant à Jérôme, il rentrera en grâce, il se séparera de son épouse, et il épousera une princesse, et il sera la souche des... D'ailleurs, actuellement, l'actuel prince Napoléon est un descendant de Jérôme. Donc ils seront, eux, réintégrés à la famille impériale. Alors les conventionnels croient avoir édifié une barrière vivante entre le trône relevé et les Bourbons. Et en réalité, c'est une barrière très faible. On le saura en 1812, lorsqu'un le général Mallet, un général tout à fait obscur, viendra en disant « l'empereur est mort en Russie, j'ai donc formé un gouvernement provisoire », et personne ne pense au fils de Napoléon à cette époque. Alors ce Senatus Consulte ratifie un changement de régime, c'est quand même un changement énorme, on dirait maintenant un changement de culture politique, mais donc il prévoit un plébiscite qui porte sur l'instauration de la dignité impériale et sur la dévolution de cette dignité à la famille Bonaparte. Les résultats, qui sont d'ailleurs très favorables, seront publiés à la veille du sacre en novembre 1804. Il y aura 3 500 000 oui, contre un peu moins de 3 000 non. Mais on vote sur registre à l'époque, donc il faut vraiment avoir beaucoup de courage pour aller dire non sur registre. Mais donc, première forme d'approbation de ce nouveau régime, le plébiscite. Et puis, par ailleurs, les articles 52 et 53 prévoient un serment de l'empereur. Il est prévu que l'empereur prêtera serment au peuple sur l'évangile, d'ailleurs. C'est ce que, quand même, là encore, vous voyez, le Concordat a eu des effets. Je pense quand même, pour ma part, que le Concordat est un tournant. Le Concordat a certainement transformé, en réintégrant le clergé catholique, d'une part, et en réintégrant les catholiques dans la vie politique. Je pense que c'est un tournant de la vie politique de l'époque. Donc là, on dit que l'empereur prêtera serment sur l'évangile, mais il prêtera un serment qui est quand même assez révolutionnaire, comme vous allez pouvoir le juger, puisqu'il doit jurer de maintenir l'intégrité du territoire de la République, c'est le terme de la République. Il doit jurer de maintenir les lois du Concordat et la liberté des cultes. Bon, les lois de concordat, je veux bien, quoique le terme soit assez ambigu, parce que ça veut dire les lois, ça veut dire le concordat et les articles organiques. La liberté des cultes, ça, c'est pas du tout traditionnel. Il doit faire respecter l'égalité des droits et la liberté politique et civile. Là, ce sont les apports de 89. Bon, ils ne sont pas fondamentalement antichrétiens, mais c'est tout de même des apports nouveaux. Et alors là, c'est tout à fait la révolution, l'irrévocabilité de la vente des biens nationaux. Donc, 2 aspects, voyez, de cette nouvelle légitimité, et on peut se demander pourquoi on va faire un sacre couronnement qui n'est nullement prévu par Senatus Consulte. Et je viens maintenant à cette deuxième partie, les choix impériaux, une cérémonie religieuse et papale. Donc, nous avons vu que la solennisation ne prévoyait pas de sacre ou de couronnement. Mais Napoléon va délibérément choisir un retour apparent au moins à certaines traditions d'Ancien Régime pour inaugurer sa 4e dynastie. Il va vouloir qu'il y ait sacre et couronnement, et cela va nécessiter, bien entendu, de s'entendre avec Rome, puisque, là encore, il va s'adresser, comme pour le Concordat, il va s'adresser au pape. Alors que là, pourtant, il avait créé un épiscopat, il aurait peut-être pu le trouver ailleurs, mais il va s'adresser à nouveau au pape. Alors d'abord, le sacre, inauguration de la 4e dynastie. Napoléon désire inaugurer son nouveau règne par une cérémonie pompeuse. Et on peut se demander, cependant, plusieurs possibilités existaient. La Révolution, qui était férue d'héroïsme à l'antique, avait connu des fêtes populaires massives ou bien de grandes démonstrations militaires. Pensez par exemple à la fête de la Fédération, dans laquelle il y avait une messe, mais ce n'est pas l'essentiel, en 1790. Donc on pouvait penser à une cérémonie de ce genre. Il semble que ce soit Fontane qui ait soufflé à l'empereur l'idée de frapper les esprits par une cérémonie religieuse. Napoléon est pourtant un sceptique et même souvent un cynique. Mais il garde la religion catholique des impressions d'enfant et il admire l'ordre catholique. Donc l'idée lui plaît, l'idée est acquise, lui est acquise. Alors en plusieurs étapes, on va venir, il va l'imposer parce que son entourage, lui, n'est pas a priori favorable à ça, loin de là. Certains conseillers d'État, par exemple, proposent le Champ de Mars
une fois qu'on a décidé Paris, mais je parlerai plus tard de la ville qu'on a choisie, puis il y a eu une hésitation et finalement on décide Paris. Donc pour le cadre, les conseils d'État disent le Champ de Mars où avait lieu la fête de la Fédération. Mais Napoléon refuse. Et alors le terme, d'ailleurs c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'on voit, le peuple était alors souverain, il parle de 1790. Gardons-nous de lui donner à penser qu'il en est toujours ainsi. Le peuple est aujourd'hui représenté par les pouvoirs légaux. Je ne saurais voir le peuple de Paris, encore moins le peuple français, dans 20 ou 30 000 poissards ou autres gens de cette espèce. Le véritable peuple de France, ce sont les présidents de canton, les présidents de collèges électoraux, c'est l'armée dans les rangs de laquelle sont les soldats de toutes les communes de France. Donc vous voyez, le peuple, plus question, le Champ de Mars, il écarte. Exit le Champ de Mars au profit d'un lieu fermé, d'ailleurs, parce qu'on fait remarquer qu'il peut pleuvoir, ce qui est très désagréable. Donc le Conseil d'État propose les Invalides. Le Conseil d'État, vous voyez, lui recule lentement, il dit l'Église n'est pas dans la main du clergé. Une Église militaire, mais c'est une Église qui n'est pas dans la main du clergé. On va essayer, on va d'ailleurs faire un essai, pas tout à fait en vraie grandeur, mais en juillet 1804, l'empereur décide que le couronnement aura lieu aux Invalides. Il le fixe d'ailleurs au 9 novembre, et ce sera un peu plus tard, comme je le dirai. C'est comme une sorte de répétition. Le 15 juillet, on distribue les Légions d'honneur, c'est le 14 ou le 15 juillet, on distribue les Légions d'honneur aux Invalides. Alors là, il y a tout le clergé qui est là, le cardinal archevêque en tête, les inscriptions et symboles chrétiens sont reparus et ont remplacé ceux de la République, mais on se rend compte à cette occasion que l'église des Invalides est relativement exiguë, c'est pourquoi l'empereur choisit Notre-Dame de Paris, église qui, elle, est entre les mains du clergé, pour reprendre le terme du Conseil d'État, pour le couronnement. Le débat est clos, l'empereur a décidé. Donc ce sera une cérémonie religieuse, vous pouvez remarquer le glissement d'ailleurs, hein, on est passé du Champ de Mars aux Invalides, et puis là on arrive aux Invalides, on a fait une cérémonie de la Légion d'honneur avec religieux, donc on va faire une cérémonie de couronnement religieuse. Et d'ailleurs Napoléon va plus loin, il demande benoîtement à des conseillers d'État, et pourtant certains comme Réal ont été des déchristianisateurs fanatiques, s'il convient d'appeler le pape. Il leur pose la question. Bon, on sait que Napoléon avait d'ores et déjà pris contact avec le pape au moment où il pose la question. Donc il amène petit à petit la chose, il amène petit à petit à sa décision. Je voulais dire un mot de la ville du couronnement. Il y a eu des hésitations aussi, parce que Napoléon n'aimait pas Paris, et il estimait qu'il y avait trop de canailles à Paris, et donc il l'avait pensé, alors on a écarté Reims évidemment, parce qu'il y a le souvenir de la royauté qui est trop près, il avait pensé à Aix-la-Chapelle. Les cardinaux, eux, quand on commence à discuter avec eux, préfèrent Rome, bien sûr, et certains disent Léon III, Charlemagne, etc. Malgré tout, c'est Paris qui l'emporte. Donc c'est le pape qui va devoir se déplacer. Alors pourquoi ce sac, pourquoi ce couronnement? Bon, il y a suggestion de Fontane, c'est vrai, mais il se peut aussi... Napoléon est un lecteur de Mably, qui consacre un passage à l'histoire de Pépin, et donc c'est certainement une chose qui a joué un rôle. L'historien Frédéric Masson pense que Napoléon veut substituer une consécration divine, à laquelle il ne croit pour lui-même qu'à moitié, à la base démocratique, à laquelle d'ailleurs on pourrait penser qu'il ne croit pas du tout. Donc la comparaison avec Pépin est justifiée. Comme le premier carolingien, Napoléon veut créer une nouvelle légitimité. Et il va demander à Portalis, dont son directeur des cultes, puis ministre des cultes, de justifier l'appel au pape. Et Portalis explique qu'à chaque changement de dynastie, les papes ont consacré les fondateurs de nouvelles lignées. C'est vrai pour les carolingiens, pour les autres, on peut un peu plus se le demander. Mais enfin, historiquement, c'est pas valable, mais l'argument porte. Et Napoléon fait valoir devant le Conseil d'État que le geste va d'ailleurs être utile parce que certaines régions qui ne sont pas parfaitement ralliées, comme la Vendée, la Belgique ou le Piémont, qui sont régions catholiques, trouveront ça très bien. Alors Frédéric Masson s'est interrogé en se disant est-ce que Napoléon avait vraiment intérêt à s'adresser au pape? Et c'est bien sûr, il court-circuite les évêques, mais après tous les évêques qu'il en avait, qu'il avait fait lui-même, donc il aurait pu les utiliser. Mais en faisant cela, il va mettre l'Église catholique au-dessus des autres cultes. Il aurait pu penser aussi que le sacre n'avait pas protégé plusieurs rois, Henri III, Henri IV, tous les deux assassinés, ou bien Louis XVI, qui a été renversé et également qui a été victime de la fureur révolutionnaire. En réalité, on le verra, celui qui sortira surtout des avantages, c'est le pontife roi qui va être reçu très bien par les Français et qui va certainement voir une augmentation de son pouvoir. Mais ça, Napoléon ne le sait pas.
Donc il veut faire comme la deuxième dynastie. Il y a une véritable vogue carolingienne à l'époque. Il s'établit un peu en rénovateur du culte de Charlemagne. Il prévoit de lui faire élever des statues. Alors il prend deux statues, une à Gand et l'autre à Aix-la-Chapelle, pour les faire rediriger à Paris. Il envisage un temps d'être couronné à Aix, ça il l'abandonne. Mais le 2 septembre 1804, il se rend lui-même à Aix-la-Chapelle, où il retrouve Joséphine ainsi que sa cour. Il reste quelques jours. Il ordonne que les insignes attribués à Charlemagne, couronne, épée, main, globe impérial, éperon, soient portés en procession, ainsi que certaines reliques, le crâne et l'os d'un bras de Charlemagne, qui sont exhibés. Donc, de même, lors du sacre, on appellera les insignes français honneur de Charlemagne, j'en reparlerai. L'essentiel, c'est de faire oublier les Capétiens et de passer par-dessus les siècles capétiens. Les armes du Nouvel Empire vont d'ailleurs un petit peu faire penser à Charlemagne. Il y avait un héraldiste qui avait attribué des armes avec une aigle d'or à Charlemagne. En réalité, il n'y a pas d'armes au temps de Charlemagne. Mais on va également reprendre cela comme arme pour l'Empire. C'est pour ça que je vous ai fait passer la carte le représentant. La persistance des Bourbons est officiellement ignorée. N'oubliez quand même pas que Napoléon a eu comme dernière marche du trône le corps du duc d'Enghien. C'est ainsi que les révolutionnaires ont accepté de lui confier un pouvoir monarchique, c'est parce qu'il a fait exécuter le duc d'Enghien. Par ailleurs, il a eu des contacts avec Louis XVIII. Le prince qui est en exil l'avait d'abord fait sonder, lui avait fait des offres en 1800. En quelque sorte, il demandait son prix pour participer à une restauration, et Napoléon répond à monsieur, comme il dit, en lui disant qu'il faut renoncer à revenir en France, il faudrait marcher sur 100 000 cadavres. Mais à son tour, Napoléon, il l'a démenti, mais il semble que ce soit vrai, avec l'aide de Talleyrand, prend contact afin d'obtenir de la part du prétendant une renonciation à ses droits. Et Louis XVIII répond avec beaucoup de dignité, en disant je peux dire comme François Ier, tout est perdu, je veux dire comme François Ier, tout est perdu pour l'honneur, etc. Et il lui maintient donc tous ses droits, et il lui fait remarquer que la démarche établit les droits qui deviennent de ce fait tout à fait incontestables. Donc, après cet échec, en 1805, Louis XVIII protestera contre le sacre, et par la suite, Napoléon essaiera de lui enlever l'air de roi, comme il dit, et il essaiera de le faire oublier autant que possible, il empêchera de parler des Bourbons en bien ou en mal, et Louis XVIII sera obligé plusieurs fois de changer de résidence à cause de l'avance des armées napoléoniennes. Donc, l'innovation dynastique a été admise en France, le principe du sacre a été accepté, les royalistes n'ont rien pu faire pour empêcher. Les républicains, d'ailleurs, ne se sont pas non plus opposés, parce que beaucoup d'entre eux ont compris que c'était sauver leur tête, au moins, que de passer à cela. Il y en a un seul, c'est Carnot. Au moment de l'instauration de l'Empire, Carnot, qui est un républicain pur et dur, refuse l'instauration de l'Empire. Mais la plupart acceptent. L'étranger ne proteste pas non plus contre ce changement de régime. Et maintenant, que va faire l'Église, puisque c'est vers elle que l'on va se tourner? Eh bien, l'Église, la personne de son chef, va s'associer étroitement à l'élévation du nouveau César. Et donc, je vais parler des négociations avec Rome. Donc, le 4 Floréal, le tribunat avait adopté la motion sur le gouvernement héréditaire, et le 19 Floréal, donc peu de temps après, le cardinal Caprara, légat, puisque depuis 1801, il y a un légat du pape en France, est reçu à Saint-Cloud par le consul, qui lui déclare qu'il souhaite que son sacre et son couronnement soient faits par le pape. Donc, vous voyez, le Conseil d'État n'est pas encore au courant, mais lui, il lui dit ça. Donc, qu'il résulterait beaucoup de bien pour la religion. Et le premier consul demande au légat de faire la demande, parce qu'il ne veut pas essuyer un refus, donc il fait une demande officieuse. À l'époque, les relations des deux puissances sont d'ailleurs plutôt bonnes, malgré les articles organiques. Napoléon a rendu quelques villes au pape, il lui a fait rendre Bénévent et Pontecorvo, et le concordat a satisfait le pape. Et Napoléon confie d'ailleurs à Redérin, un de ses familiers, le pape, qui au moment du concordat m'aurait souhaité bien loin. Aujourd'hui, s'il connaissait un complot pour m'assassiner, viendra lui-même à Force-Étrier, de Rome à Saint-Cloud, pour m'avertir. Donc, tout va très bien entre les deux puissances. Certains membres du Conseil d'État n'apprécient cependant pas la présence du pape, mais Napoléon n'a pas du tout les pudeurs laïcistes des hommes de la Ve République. Il dit « Messieurs, supposez que vous soyez les ministres du roi d'Angleterre et que l'on vous apprenne que le pape passe en ce moment les Alpes pour sacrer l'empereur des Français. Regarderiez-vous cela comme une victoire pour l'Angleterre ou pour la France ?» Donc, il passe par-dessus les réticences de ses conseillers. La réaction des royalistes émigrés montre bien d'ailleurs qu'il semble marquer un point, parce que cela suscite beaucoup de colère. Joseph de Maistre, qui est ministre de Sardaigne à Saint-Pétersbourg, appelle ce sacre un forfait et une apostasie, et n'hésite pas à dire qu'il souhaite au pape de mourir, car comme il le souhaiterait à son père à la veille d'un déshonneur.
Donc, vous voyez, des propos extrêmement violents. Il y a aussi des plaisanteries en Italie qui comparent Pie VII, le pape qui perd la foi pour garder le siège, fede, sede, et on le compare avec son prédécesseur Pie VI qui a fait l'inverse, qui a gardé la foi et perdu le siège. Donc le pouvoir impérial discute avec Rome, mais avec une certaine fermeté. Talleyrand, ancien évêque d'Autun, devenu ministre, fait savoir à Rome tout ce que l'Église doit au nouvel empereur. Les temples rouverts, les hôtels relevés, le culte rétabli, le ministère organisé, les chapitres dotés, les séminaires fondés, 20 millions destinés au traitement des servants, la possession des stades de l'Église assurée, le concordat italique conclu et sanctionné, les négociations pour le concordat germanique fortement appuyées, les missions étrangères rétablies, les catholiques d'Orient fortement protégés. Tout ça est vrai d'ailleurs dans l'ensemble, simplement les traitements ecclésiastiques, l'ancien évêque d'Autun aurait dû savoir que si on avait dû leur donner, c'est parce que plusieurs constituants, dont lui-même, avaient fait nationaliser les biens ecclésiastiques. Le pape espère cependant, en venant en France, devoir modifier les articles organiques. Il espère peut-être récupérer des territoires, les fameuses légations qui ont été enlevées aux États de l'Église. Et donc, le pape Pie VII est plutôt favorable à ce voyage. Il était cependant préoccupé par certaines choses. Par exemple, le serment prévu pour l'empereur qui admettait, entre autres, la liberté des cultes. Alors, le cardinal Consalvi écrit à Caprara, le légat, en disant que le pape y voit un obstacle. Donc, il y a des entretiens nombreux, entretiens ou lettres Consalvi Caprara, entretiens à Rome parce que Napoléon a envoyé le cardinal oncle, le cardinal Fesch, son oncle, qui est tout à fait important, qui embrouille tout. Donc, les négociations est un petit peu délicates. Finalement, c'est Talleyrand, qui est un homme subtil, qui dénoue la difficulté en disant que la liberté respecter les cultes ne veut pas dire les approuver, et que le nouvel empereur était un fils soumis de l'Église catholique. On passe donc sur cette difficulté. Il y a la question de savoir est-ce que le pape va couronner l'empereur. Napoléon y voit une dépendance. Certains proposent de dissocier sacre et couronnement, mais Consalvi souligne qu'il acte qui paraît cavalier. Néanmoins, vous vous rappelez que Charlemagne, dans son temps, avait préféré couronner lui-même son fils et il avait été très courroucé de la couronne que lui avait imposée le pape. La question de la communion des souverains se pose aussi dans cette négociation. Napoléon n'est pas un croyant, mais ce n'est pas non plus un esprit fort. Et donc, il estime qu'il y aurait quelques sacrilèges pour lui à communier. Il se fait dispenser. Donc, c'est un sceptique, mais pas un scandaleux. Et il ne communiera pas. Le serment constitutionnel fait difficulté. Le pape ne veut pas de ce serment. Il veut le serment prévu par le pontifical ou le serment des rois de France. Finalement, on décide que dans le sacre lui-même, il y aura un serment qui sera inspiré de l'ancien serment, c'est-à-dire le serment des rois de France sans tout ce qui peut être féodal, et que le serment constitutionnel sera prêté en dehors, et vous verrez comment on y arrivera. Et puis Napoléon décide enfin que les détails seront réglés directement entre lui et le pape. Et donc le 15 septembre 1804, il lui envoie une invitation officielle, mais très cavalière, pas du tout avec les formules habituelles du fils très soumis de l'Église, etc. Il écrit à sa sainteté en lui disant de donner le plus éminent degré, le caractère de la religion au sacre et au couronnement du premier empereur des Français. Cette cérémonie acquérera un nouveau lustre lorsqu'elle sera faite par sa sainteté elle-même. Elle attirera sur nous et nos peuples les bénédictions de Dieu, dont les décrets règlent le sort des empires et des familles. Pie VII de Guerlas accepte de se rendre à Paris pour le 2 décembre, donc la date prévue initialement est un peu retardée. Et j'en viens maintenant à la description de des préparatifs immédiats de la cérémonie et de la cérémonie elle-même, troisième partie, donc une grandiose cérémonie. Donc d'une part les apprêts et d'autre part le grand jour lui-même. D'abord, les préparatifs. Les préparatifs vont toucher le lieu, les costumes, les ornements ecclésiastiques, les insignes ou les régalias, disons, les rites et l'accueil du pape. Plus un incident qui, in fine, dont je parlerai. Alors, du point de vue des lieux, c'est Notre-Dame de Paris qui est choisie. Cependant, il faudra un cortège, donc il faudra démolir quelques maisons qui gênent. Certains propriétaires sont peu enthousiasmés, enfin, leur représente la nécessité, et donc ils se rallient à une nécessité, ils n'ont pas beaucoup le choix. Le style gothique de l'édifice est alors peu prisé. Alors, on emboîte la Notre-Dame dans le carton-pâte, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le grand tableau de David nous montre des piliers naissance, des tentures, rien ne semble rappeler la vieille cathédrale. Le trône impérial est un gigantesque échafaudage de carton-pâte au sommet. Alors il fallait escalader, il ne fallait pas tomber, je suppose, parce que c'est vraiment très raide, on le voit sur la présentation. Au sommet se trouve le fauteuil de l'empereur et un peu plus bas celui de l'impératrice. Il y a 20 marches assez raides. Pour savoir ce que chacun fera, le peintre Isabey va expliquer à son rôle à chacun des participants avec un plan et des petites marionnettes.
Les costumes, le Conseil d'État en discute longtemps, il veut des costumes somptueux, alors que Napoléon voudrait plus de simplicité, mais les conseillers d'État se disent, si l'empereur est en costume simple, nous on sera encore plus simple. En conséquence, ils insistent pour qu'il y ait le plus de faste possible. Les costumes, je reviendrai sur ceux de l'empereur et de l'impératrice, mais pour les acteurs du sacre, c'est un curieux mélange de l'antique et du style Henri III. Et plaisamment, André Castelot écrit, si les femmes se plient à tout dans ce domaine, certains anciens soldats de l'an 2, déguisés en mignons, doivent quelque peu hésiter avant de sortir chez eux en cet équipage. Les ornements ecclésiastiques sont renouvelés. Les chanoines de Notre-Dame disent que dans le sacre des rois, l'usage est d'acheter tout à neuf. Donc, on refait tout. Et en plus, la présence du pape nécessite tout un matériel spécial. Une chaire, un trône, des flabellis, vous savez, c'est les éventails en plumes d'autruche, des fales d'histoire, je n'ai pas trouvé ce que c'était, ça ne doit pas être difficile à trouver dans les ouvrages de liturgie, et des scabelli, c'est-à-dire, je pense, des escabeaux pour les assesseurs du pape. Le pape renonce cependant à la sedia gestatoria, le siège sur lequel le pape était porté processionnellement à l'avant-dernier pontificat. Napoléon, en effet, pour éviter cette sedia gestatoria, enfin, Napoléon avait surtout pas envie de voir le pape arriver sur un trône dans la cathédrale, mais pour trouver un prétexte, il lui dit que Marat avait eu cet honneur. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Marat avait été poursuivi par la Révolution et il avait été acquitté et il avait été porté en triomphe à l'époque, et donc, mais il n'a jamais été pas venu à Notre-Dame spécialement. Enfin, on voit mal Marat venir rendre grâce dans une église d'ailleurs désaffectée de son acquittement. En fait, Napoléon a souvent télescopé deux souvenirs. D'une part, Marat porté en triomphe, et d'autre part, la déesse Raison, qui était une danseuse qui représentait la déesse Raison, qui elle avait été effectivement portée sur un siège dans Notre-Dame. Donc le pape renonce de ce fait à la sédia. Les régalias, les insignes de pouvoir souverain soulèvent des difficultés. La Révolution les a détruits ou mutilés. Alors on retrouvera bien la petite statue de Charlemagne qui orne le haut du sceptre, elle est de style gothique, et on va la monter sur un bâton de chantre. Certains s'en moqueront d'ailleurs en disant le conquérant des peuples portera un bâton de chef de chorale. Alors on refait une main de justice, l'ancienne ayant disparu, on refait une couronne fermée qu'on appellera encore couronne de Charlemagne. En réalité, c'est une création de l'orfèvre Biennet qui siège à l'enseigne du singe vert et qui monte des émaux et camées anciens provenant d'une relique sur des matériaux nouveaux. C'est celle je vous ai montré de la carte avec cette couronne. Ces objets seront portés en procession, on les appellera les honneurs de Charlemagne, mais ce ne sont pas les ornements de l'empereur. Ceux que vous voyez sur le tableau, ce n'est pas les mêmes. L'empereur aura un autre sceptre, ainsi qu'une couronne de laurier d'or à l'antique. Également, on aura retrouvé l'épée de Charlemagne, il y en a eu plusieurs qui ont été proposées à l'époque, on en a acheté 2 au moins, et cette épée sera présentée, mais ce n'est pas celle que portera Napoléon. En ce qui concerne les rites, Napoléon fait traduire le pontifical romain afin d'y faire apporter des modifications pour le rendre conforme aux mœurs françaises. Le résultat est un mélange du rite romain, du rite de Reims, ainsi que des rites allemands. Napoléon s'attache à faire changer certains termes. Par exemple, il y a le mot eligimus, nous avons choisi, et dans le prière du pape, et donc il le fait remplacer par un autre mot. De même, la remise de l'épée, où il y a concessum, il le fait remplacer par oblatum, présenté. Donc un certain nombre de mots de ce genre qui lui paraissent un peu condescendants pour le pouvoir temporel. De même, il ne veut pas se prosterner de tout son long, il y voit une humiliation du pouvoir temporel, alors que c'est plutôt un rappel du sacerdoce. Reste la question des onctions. La Sainte-Ampoule a été détruite pendant la Révolution et Napoléon devra donc se contenter du Saint-Crème comme les évêques. L'empereur n'aimait pas beaucoup les onctions grasses au demeurant, et au lieu des onctions des rois de France, qui étaient au nombre de 7, je crois, il n'en recevra que 3, sur les mains et sur le front. La question d'ailleurs de savoir qui va les essuyer se pose. On pense à Talleyrand d'abord, mais le pape refuse, et à ce moment-là, donc, ce sera le cardinal Fesch ainsi qu'un autre prélat. Le pape se met alors en route le 2 novembre et il arrive en forêt de Fontainebleau à une date, je n'ai pas la date en calendrier grégorien, mais je l'ai en calendrier républicain, c'est le 4 Frimaire, c'est le jour des Nèfles, c'est dans le calendrier républicain. Le pape a voyagé 23 jours, il a même subi une attaque de brigands en Italie, etc. Enfin, le voyage a été relativement fatigant, et même 23 jours ça paraît long, mais pour un voyage pontifical c'est peu. Plusieurs fois Napoléon a fait activer, d'ailleurs il a écrit à Fesch en disant faites activer le cortège pontifical. Il rencontre Napoléon dans la forêt, Napoléon fait semblant de se distraire d'une chasse pour recevoir le pape. Le pape arrive à Fontainebleau, l'installe, d'ailleurs il est escorté par une escorte de mamelouks, c'est un petit peu spécial, enfin c'est un souvenir que Napoléon a ramené d'Égypte.
Le 28 novembre, le 7 Frimaire, jour du chou-fleur, le pape et l'empereur vont à Paris. Et le pape est installé au pavillon de Flore, où d'ailleurs sa chambre reproduit exactement sa chambre du palais de Monte Cavallo à Rome. De sa fenêtre, il peut voir la foule, et la foule vient l'acclamer plusieurs fois par jour. Et c'est la même foule qui était là lors des grands événements révolutionnaires d'ailleurs, mais vous savez que le badaud peuple de Paris change, et on le dira bien d'autres fois, en d'autres circonstances, je pense par exemple à 1944. Le peuple vient l'acclamer. Remarquez, anecdote si je puis me le permettre, j'avais lu une chose qui se passait au temps de Louis-Philippe, un peu après l'accession légitime de Louis-Philippe au trône. On entend une foule devant les Tuileries, et Marie-Louise demande ce que c'est, on dit ce sont les gens qui demandent, alors donc la reine, il crie le roi, la reine, les princes, et alors ils sortaient plusieurs fois par jour pour se faire acclamer. Donc la foule venait voir de la même façon que le pape. Alors plusieurs fois par jour, le pape vient et bénit. Désormais, tous les acteurs sont présents. Le SAC, déjà regardé depuis quelques jours, ne peut plus attendre, notamment du fait du coût et de la difficulté du logement des délégations, car beaucoup de gens étaient à Paris, les logements avaient beaucoup enchéri, c'était difficile. Il faut signaler un coup de théâtre tragicomique à la veille du sacre. En effet, Joséphine a révélé au pape qu'elle n'était unie à Napoléon que civilement. C'est une omission curieuse dans la famille Bonaparte, d'ailleurs, car Napoléon, même général révolutionnaire, avait toujours veillé à ce que dans sa famille, on fasse les choses régulièrement du point de vue de l'Église. Il avait fait forcer ses sœurs à se marier religieusement pendant la Révolution, de même qu'il avait veillé au baptême des enfants Bonaparte. Alors il était le seul à ne pas s'être soumis à la règle qu'il fixait aux autres. Et le pape dit qu'il est hors de question de couronner une femme non mariée. Napoléon doit donc céder, et le soir même, le cardinal Fesch, uni devant Dieu, sans témoin, monsieur et madame Bonaparte. Alors il n'y a pas eu de banc, il n'y a pas eu de témoin, etc., mais comme au moins il y aura eu une bénédiction avant. Donc tout est prêt pour le grand jour. Et j'en viens à ce grand jour, le 2 décembre 1804. C'est le 10 Frimaire d'ailleurs, puisque le calendrier républicain ne sera abandonné qu'en janvier 1806. Il fait froid, et il a neigé la nuit précédente. La cérémonie d'ailleurs sera glaciale. Beaucoup de gens expliqueront qu'ils ont eu froid, également et beaucoup ont mangé il y avait des provisions pendant, enfin c'est pas très recueilli. Avant la cérémonie, une certaine cohue règne, les entrées sont faites sans ordre, les cérémonies qui n'étaient pas là, donc n'importe qui, enfin pas des invités quand même, ils sont rentrés, ils sont répandus à la cathédrale avant l'heure. Le parvis est interdit aux voitures, sauf les 3 cortèges officiels. Il y a 3 cortèges, le pape, l'empereur, et ainsi qu'un 3e cortège pour l'archichancelier. Et les invités doivent se hasarder à pied. Alors les invités qui sont dans les fameuses tenues dont j'ai parlé, là, les tenues Henri III et antiques, au milieu d'une populace médiocrement respectueuse, dit un auteur. Et ils passent pour venir à la cathédrale. À l'intérieur, on place les participants, parce qu'il y aura le corps diplomatique, la cour, les assemblées et les représentants des bonnes villes. Au pied du trône impérial, il y a le corps diplomatique et les ministres, puis entre le trône et l'autel, les sénateurs, les députés, les magistrats, les grands officiers de la couronne. Autour de l'autel, 10 archevêques, 40 évêques. Et les délégations d'invités sont sur les bas-côtés, les transepts et les galeries. Drame de dernière minute, le cérémonial pontifical exige pour le porte-croix une mule, et on n'a pas de mule, on n'y a pas pensé. Alors on trouve un âne qu'on loue à une marchande, alors ça provoque des plaisanteries, évidemment, le peuple parisien est très moqueur, l'histoire de la mule du pape provoque des plaisanteries. Ensuite, les cortèges, on attend longtemps d'ailleurs, le pape, je crois, il est là vers 9h, l'empereur vers 11, enfin, tout le monde arrive finalement. Alors les souverains arrivent en carrosse, le carrosse napoléonien est étincelant d'or, surchargé d'ornements, on dit que c'est tout un monde qui roule, tellement ce carrosse est solennel. Plusieurs milliers de cavaliers et de musiciens vont défiler pendant toute cette cérémonie. Napoléon est vêtu d'une robe à l'antique, en satin blanc brodé d'or. Joséphine a une robe en brocart d'argent. Tous deux ont vêtu un lourd manteau rouge en velours. Celui de l'empereur est porté par 2 de ses frères, Joseph et Louis, les 2 non disgraciés, ainsi que par des maréchaux. Quant à Joséphine, sa lourde traîne est soutenue, d'ailleurs assez mal, par ses belles-sœurs, qui la détestent, et qui d'ailleurs n'ont refusé de la porter, car au début on a dit porter. Alors, finalement, on a transigé en disant elles soutiendront. L'épouse de Joseph a d'ailleurs dit qu'un tel office est bien pénible pour une femme vertueuse. Amabilité. Alors toute cette pompe, parce que tout ça est pompeux, n'impressionne pas. Un ultra, monsieur de Frénilly, écrit méchamment dans sa mémoire. Toute cette pompe n'était qu'une mascarade, où chacun essayait son habit, où personne n'avait encore étudié son rôle depuis ce beau baladin de Murat, monté du cabaret de son père au gouvernement de Paris, d'où il devait monter sur un trône. Depuis les 3 sœurs impériales qui avaient quitté le savonnage de leur chemise à Marseille pour venir empanachées et couvertes de diamants, porter la queue de la vieille maîtresse de Barras, depuis cette valtaille de grands officiers
officiers installés depuis 15 jours. Et suivent là, je vous les passe, mais un certain nombre de nombres de la plus grande noblesse française, c'est-à-dire les familles d'Ancien Régime ralliées à Napoléon, que Frénilly épingle au passage, qui traite de Valtaille. Jusqu'à la petite culotte de peau du 13 Vendémiaire, il y avait dans cette Saturnale de quoi rire ou de pleurer suivant les goûts et les caractères. Quand le couple impérial entre dans la cathédrale, les assistants se lèvent et crient « Vive l'empereur !» Les orchestres jouent presque sans interruption. Napoléon, d'ailleurs, réduira d'autorité la facture en disant « Tout ça pour la musique, c'est trop cher », il réduira la facture. La cérémonie commence dans le chœur où les souverains ont leur prie Dieu. Cette localisation permet d'éviter que les anciens jacobins voient trop bien Napoléon agenouillé devant le pape. L'empereur jure devant Dieu et ses anges de faire conserver la loi, la justice et la paix de l'Église. C'est le serment traditionnel des rois de France qui a été rectifié. Donc c'est le serment traditionnel. Là, on est dans la période sacre proprement dite. Le serment constitutionnel sera à la fin, comme je le dirai. Puis le pape lui confère la triple onction en récitant une oraison. Dieu tout-puissant et éternel qui avait établi Azaël pour gouverner la Syrie et Jéhu, roi d'Israël, en leur manifestant vos volontés par l'organe du prophète Élie, qui avait également répandu l'huile sainte des rois sur la tête de Saül et de David par le ministère du prophète Samuel, répandez par mes mains les trésors de vos grâces et de vos bénédictions sur votre serviteur Napoléon, que malgré notre indignité personnelle, nous consacrons aujourd'hui empereur en votre nom. Puis cette consacre ensuite les ornements impériaux, l'épée, le globe, le sceptre, la main de justice, l'anneau. Et d'ailleurs, dans la consécration de ce dernier, il dit à l'empereur qu'il détruira les hérésies, alors qu'il va promettre de respecter la liberté des cultes. Donc tout cela, Napoléon a voulu le maximum d'ornements. D'ailleurs, c'est très drôle, il estime qu'on est plus empereur si on a vraiment tout ce qu'un empereur. Il y a une panoplie à avoir, si j'ose dire. Le globe, par exemple, n'est pas un insigne traditionnel français, mais il a voulu un globe absolument, et donc il a un globe comme les empereurs germaniques. Puis, comme convenu, Napoléon se saisit de la couronne d'or, il tourne le dos au pape et il s'en coiffe. Il va ensuite couronner Joséphine. Et éclate alors le Vivat Imperator. Lorsqu'il recevra l'année suivante la couronne de fer des rois lombards, en 1805, il réitérera le geste de se couronner lui-même. Le couple impérial et le pape escaladent alors le tronc estrade, le pape les bénit, donne la collade à l'empereur et crie « Vivat Imperator in aeternum ». Puis a lieu la messe, qui paraît-il était longue. On dit que Napoléon a réprimé quelques bâillements. Et quand elle est achevée, le pape se rend à la sacristie, puis de là à l'archevêché où il va recevoir le clergé français. C'est alors que Napoléon prête la main sur l'évangile, le serment constitutionnel. Mais voyez, le pape est sorti, le pape ne veut pas être présent à ce moment-là. Alors quel est ce serment ? Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République, de faire respecter les lois du concordat et la liberté des cultes, de respecter et de faire respecter l'égalité des droits, les libertés publiques et civiles, l'irrévocabilité des ventes de biens nationaux, de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi, de maintenir l'institution de la Légion d'honneur, de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. Puis Napoléon sort de la cathédrale, une salle de 100 coups de canon commence, et l'empereur fronce cependant le sourcil parce que la musique joue un air à la mode à l'époque. Jamais je ne t'ai vu comme ça faire des bamboches de ce goût-là. On pense que c'était... est-ce que ça a été volontairement ou pas? Enfin, toujours-est-il que c'était pas tout à fait sérieux. Le cortège interminable va regagner les Tuileries, la voiture dorée, on dit tout un monde qui roule, encore une fois. Cette splendeur affichée ne trompe personne, pas même le principal intéressé, qui, avant la cérémonie, avait dit à son frère Joseph « Si notre père nous voyait ». Moins de 10 ans plus tard, l'édifice laborieusement bâti aura croulé. Reste maintenant à s'interroger en quelques mots de conclusion sur le sens de tout cela. Au final, quelle est la signification du sacre de Napoléon Ier ? Pour l'empereur, il s'agit probablement à la fois d'un manifeste et d'une assurance. Manifeste, c'est ce qu'il dit au Conseil d'État. Il veut éblouir l'Angleterre et sans doute les cours étrangères. Assurance, en devenant loin du Seigneur, Napoléon pense devenir moins vulnérable, moins facile à détrôner. Il disposera désormais d'une légitimité composite, mélange de légitimité divine et populaire. Dans les faits, les espoirs ont été déçus. L'étranger ne semble pas du tout avoir été fasciné par le spectacle, ni d'ailleurs la population parisienne. Il y a eu des fêtes, il y a eu des balles, etc. Mais la population parisienne a mollement laissé faire, sans hostilité, mais sans beaucoup d'intérêt non plus. De toute façon, la population elle-même est tenue à l'écart, seuls les notables peuvent y venir. En revanche, ça fait marcher le commerce, paraît-il. De ce point de vue, ça n'a pas été mauvais. Par la suite, les autres souverains n'ont pas considéré Napoléon comme un des leurs. Et la fidélité populaire ne semble pas non plus avoir été renforcée par la cérémonie. Ce sacre a-t-il eu plus de signification pour l'Église ? Pie VII s'y est résigné sans enthousiasme, il n'en a pas retiré les avantages qu'il escomptait, ni remise en cause des organiques, ni restitution des légations. Mais le sacre a eu un effet inattendu, car il a assis la restauration du catholicisme français sur de nouvelles bases. Napoléon avait fait appel au pape pour le concordat. 3 concessions essentielles avaient été demandées au pape à cette époque.
On lui a demandé d'accepter une nouvelle circonscription, d'écarter, même contre leur gré, les anciens évêques et de renoncer aux biens ecclésiastiques. Et en réalité, je pense, j'allais dire, c'est du judo politique, c'est-à-dire qu'on utilise la force de son adversaire à son profit. Le pape a gagné sur les 3 points, à savoir, il se voyait reconnaître le droit d'éteindre des diocèses remontant à des temps immémoriaux et d'en créer de nouveaux. Il se voyait le pouvoir de supprimer leur siège à des évêques, même sans faute de leur part, ce qui était inouï dans l'Église, et il se voyait reconnaître le droit de disposer des biens d'une Église particulière. Donc, le pape est, à mon avis, vainqueur dans les 3 hypothèses. Certes, l'Église y perd, mais celle qui y perd, c'est surtout l'Église gallicane et le gallicanisme. Et le sacre va permettre à Pie VII de renforcer son avantage. Son voyage en France a un aspect triomphal. Une dizaine d'années après les persécutions révolutionnaires, également après la mort de son prédécesseur Pie VI captif en France, des foules se pressent devant lui pour se faire bénir. Et à tel point, d'ailleurs, Napoléon modifiera son itinéraire de retour pour éviter certains endroits où il serait trop bien accueilli. Le pape va recevoir en personne la soumission des évêques constitutionnels. Le lien créé avec le peuple chrétien est une nouveauté. Le roi de France était prudent de se contenter de l'archevêque de Reims. Napoléon a voulu le pape. Désormais, il va y avoir un contact entre le pape et les fidèles français. Ni Napoléon, ni plus tard Louis XVIII ne réussiront à réveiller le gallicanisme. Le voyage du pape en France contribue à ce résultat. Et de ce point de vue, je pense que le sacre ne fait que confirmer et conforter le concordat et faire qu'il y a de nouvelles bases pour le catholicisme à partir de cette époque. Par la suite, qu'est-il resté de ce sacre? Un beau tableau de David, peintre révolutionnaire. Ce tableau est beau, mais bien étrange, parfois faux d'ailleurs, puisqu'on y voit par exemple la mère de Napoléon, qui n'était pas là, puisqu'elle boudait avec son fils Lucien. Tout cela est un peu décalé. Ce goût antique a plus vieilli que le vénérable cérémonial de Reims. Quelques vestiges ont pu servir par la suite. Les honneurs de Charlemagne, il nous en reste un petit peu. Finalement, ça a été utile, cette réflexion. La marche du sacre, qui sera à nouveau jouée pour Charles X. Mais le sacre napoléonien n'a pas laissé la même nostalgie que celui des rois. Le neveu, Napoléon III, essaiera peut-être de rééditer la chose, mais il n'y réussira pas. Nous en avons déjà parlé, et Napoléon III ne sera pas sacré ni couronné. Enfin, pour l'anecdote, au XXe siècle, un chef d'État noir, lui aussi aventurier devenu monarque, injustement brocardé, ou excessivement brocardé en tout cas, va s'inspirer de l'aventure napoléonienne. Mais l'Église l'obligera de se contenter d'un tédéum. Il veut un sacre, mais l'Église l'obligera de se contenter d'un tédéum pour inaugurer son éphémère empire. Et donc c'est un peu cette image qui montre, image un peu caricaturale, c'est vrai, mais le sacre napoléonien est lui-même, d'ailleurs, quel est celui qui caricature l'autre, je ne sais pas. Monsieur Tullard a dit, qui est un grand spécialiste de Napoléon, a dit qu'à l'époque de Napoléon, pour les autres rois d'Europe, le couronnement de Napoléon était un peu comme le couronnement de Bokassa de notre époque. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à ce parallèle. Maintenant, je crois que les sacres n'ont de toute façon pas fini de faire rêver, et je vous remercie de votre longue attention pour l'évocation de ce sacre un peu sui generis, un peu particulier, mais qui me paraissait tout de même être un des volets de notre étude. S'il y a des remarques ou des questions, Madame. David, on voit un jeune enfant, Bonaparte avait un problème de succession, et est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'enfant qu'il avait pensé adopter, et je crois de la famille de sa femme? Alors l'enfant, je ne sais pas si c'est celui qu'on voit sur le tableau, sinon effectivement, il y a un enfant à cette époque, il avait pensé à adopter, attendez, est-ce que c'est le fils ça va être le fils de Louis et Hortense, peut-être, il me semble, comment? C'est Napoléon Charles Bonaparte, fils de Louis Bonaparte de Hortense. C'est cela. Donc c'est le fils de son frère et de la fille de Joséphine. C'est un frère aîné de Napoléon III. Donc il avait pensé à cela, effectivement. Mais on avait pensé à l'adoption. D'ailleurs, il y a tout un système d'adoption qui est prévu par le Senatus Consulte de 1804. Lui-même n'avait pas d'enfant. Il n'était pas sûr d'ailleurs de pouvoir en avoir parce que Joséphine laissait entendre que c'était lui qui ne pouvait pas avoir d'enfant, puisqu'elle avait eu 2 enfants. Mais en réalité, peut-être à cause de son âge, en fait, c'était elle qui ne pouvait plus. Et alors Napoléon sera sûr de sa fécondité parce qu'il aura une aventure avec la comtesse Walewska, l'épouse polonaise, comme on a dit. Et donc là, c'est à ce moment-là que le sort de Joséphine sera fixé. Néanmoins, il avait peut-être déjà quelques doutes, puisque la question du couronnement de Joséphine s'est posée avant le sacre. Va-t-il la faire couronner? Alors il avait pensé à ne pas le faire.
Et il a été, puis Joséphine a fondu en sanglots. En conséquence, Napoléon, qui ne résistait pas à cela, a dit qu'il la ferait couronner. Alors le clan Bonaparte était violemment anti-Joséphine, ce qui est un peu stupide de leur part, au demeurant, parce qu'ils voulaient succéder, et que si Joséphine ne pouvait pas avoir d'enfant, c'était pour eux certainement s'avancer sur le trône. Mais pas du tout, ils voulaient qu'il s'en débarrasse. Alors bon, Joséphine n'avait pas bonne réputation, c'est une femme qui avait des qualités, une certaine bonté, certainement, mais bon, elle avait eu une vie très tumultueuse, elle avait effectivement été la maîtresse de Barras et de plusieurs autres. Donc, alors Napoléon se résoudra à la répudier par la suite, et à faire de mariage autrichien, d'où il aura un fils.